devant ces deux options qui sont, d'un côté, est-ce que la conscience est produite par notre cerveau, ce qui est l'idée commune de la médecine d'aujourd'hui, et de la neurologie d'aujourd'hui, et même on pourrait dire de la psychologie d'aujourd'hui, que la conscience serait produite par notre cerveau, ou, comme le laissent entendre des expériences comme celle dont on a parlé dans son congrès à Marseille, est-ce que la conscience ne serait pas une dimension autre que le cerveau capte, en quelque sorte? Donc est-ce que notre cerveau est un émetteur de conscience, ou est-ce que c'est un récepteur de conscience? Dans les deux cas, c'est bigrement intéressant de savoir comment il fonctionne et ce qu'on a découvert de plus récent. Et je pense que aussi bien les matérialistes qui pensent que la conscience est produite par le cerveau, ou les spiritualistes, pour aller très très vite et schématiser à l'extrême, qui pensent que la conscience est quelque chose qui est plus vaste que la matière et que le corps, et que les deux sont obligés de reconnaître d'abord quelques paradoxes qui sont que le premier, c'est que historiquement, comme vous le savez sans doute, le cerveau longtemps n'a pas été tenu pour très très important par nos ancêtres, pour la bonne raison qu'on ne voyait pas du tout ce que cette semoule pouvait bien fabriquer, puisqu'on n'avait pas les moyens de rentrer à l'intérieur. Et vous savez bien que le siège de la pensée, de l'âme, depuis l'Antiquité, c'était dans les autres organes que s'était placé le... Bon, je crois que Descartes accorde une certaine importance au cerveau, par exemple, mais pendant longtemps, c'est une espèce de semoule à laquelle on ne prête pas trop attention. Alors que c'est, aujourd'hui nous le savons, l'organisation la plus complexe de l'univers, du moins de l'univers tel que nous le connaissons. Alors, quelqu'un me disait récemment, oui, c'est très complexe, un cerveau, ça compte 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant se connecter jusqu'à 10 000 fois avec les autres, alors multiplier 10 000 par 100 milliards, et avec 1000 milliards de cellules gliales qui sont intermédiaires entre tout ça, et qu'on a longtemps pris pour pas grand-chose, alors qu'en fait, il semble s'avérer, et les recherches futures nous le diront, qu'elles jouent un rôle très important. Alors là, il y en a 1000 milliards de cellules gliales, 100 milliards de neurones, reliés 10 000 fois chacun, enfin jusqu'à 10 000 fois chacun aux autres, c'est l'organisation la plus complexe. Et donc, je disais, quelqu'un me disait, mais est-ce qu'il n'y a pas plus complexe encore, et qui serait par exemple la biosphère qui comprend, actuellement on est combien sur la planète, je ne sais pas, 7 ou 8 milliards d'individus, 7 ou 8 milliards d'individus connectés avec ces cerveaux-là. Alors évidemment, cet ensemble, lui, est sans doute ce qu'il y a de plus complexe. Il y a peut-être plus complexe encore, bien sûr, mais nous ne le savons pas. Alors cette semoule que nos ancêtres, jusqu'à la porte du 19e siècle, et même courant du 19e siècle, prenaient pour pas grand-chose, s'avère être la chose la plus complexe de l'univers tel que nous le connaissons. L'autre paradoxe, c'est qu'à partir du moment où on commence à s'apercevoir que c'est quelque chose, enfin à partir du moment où on découvre par exemple les neurones, et au début de la deuxième moitié du 19e, mais il faut attendre le début du 20e siècle pour qu'on commence à comprendre comment, je crois que c'est un neurologue espagnol, Ramon Di Cajal, qui commence à imaginer comment tout ça peut se connecter. À partir du moment où on commence, et où on commence à découvrir quelques zones très importantes, les plus célèbres sont la zone de Broca ou la zone de Wernicke, n'est-ce pas, qui sont essentielles pour, dans la fonction de l'audition ou de la locution. À partir du moment où on commence à les découvrir, ces zones, très très vite,
on se fait une image rigide et on pourrait dire tellement rigide qu'elle va s'avérer auto-limitante. Parce que très rapidement, et jusque il n'y a pas longtemps, mon fils aîné a fait médecine, il est psychiatre, et il me disait que dans les études, donc il a terminé son internat il y a moins de 10 ans, et il me disait que ce qu'on lui avait donné comme cours correspondait encore à cette vision relativement rigide. C'est-à-dire que les connexions entre les neurones, certaines sont quasiment pré-câblées génétiquement, les autres se fixent mais très vite, très tôt, après la naissance. Bon, les neurones continuent à pousser, mais très tôt, très vite, ça va s'arrêter de pousser. Et puis, toute destruction est considérée comme relativement rédhibitoire, enfin, définitive. Ça ne se répare pas. Ça ne se répare pas. Un cerveau ne se répare pas. Donc c'est fixé très tôt, avec des zones très spécialisées. Ça ne se répare pas. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, dans la mesure où, alors on n'a pas tous fait des études de médecine évidemment, mais cette idée que le système nerveux central est rigide, très important, mais fragile dans un sens, et ne se réparant pas, je pense que ça a induit dans nos mentalités un certain pessimisme. Alors il y a un pessimiste qui m'a beaucoup frappé, moi. C'était, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent forcément, c'était Arthur Koestler. C'était Arthur Koestler qui a été tour à tour un grand militant communiste, s'est battu dans la guerre d'Espagne, qui a assez tôt pris conscience des horreurs du stalinisme, qui écrit, je crois, en 1945, Le zéro et l'infini, qui ensuite va se jeter assez brièvement, mais intensément, dans l'idée sioniste. Bref, finalement, il devient, après beaucoup de désillusions, il devient journaliste scientifique, il fait de la vulgarisation. Son plus beau livre, je pense, de vulgarisation, c'est Les Somnambules, sur la façon dont on s'est figuré l'univers depuis Ptolémée jusqu'à Einstein. Mais il a un problème, il est très pessimiste parce qu'il a vu de grandes illusions s'écrouler, qu'il a vu les horreurs du nazisme, et qu'il se dit que l'être humain est vraisemblablement un prototype raté. Que les contradictions qu'il y a en particulier entre les structures archaïques, vous savez, on parle de cerveau reptilien, le cerveau archaïque, n'est-ce pas, qui est le siège des pulsions vitales, qu'entre ce cerveau-là et notre néocortex, siège en principe de la raison, il y a des contradictions trop fortes. Il ne connaît pas encore l'expression de bug, mais il y a un bug dans le système. Pourquoi? Alors il explique, en particulier dans un livre qui s'appelle Le cheval dans la locomotive, parce que vraisemblablement notre évolution s'est faite trop vite, dit-il. Hein, notre néocortex a poussé en combien? 2-3 millions d'années, c'est rien ça. C'est rien, c'est pas assez. Les dauphins, eux, ils ont mis, je sais pas, plusieurs dizaines de millions d'années. On les décrit comme des animaux extraordinaires, intelligents et pacifiques. Il faut voir, des orques attaquant des baleines, c'est pas très pacifique. Mais voilà, l'être humain aurait un problème de trop grand. Il s'est développé trop vite, il y a un bug, et le barbare est là, et tous les progrès du monde ne parviendront pas à juguler le barbare.
quelque part, d'une certaine façon, le spectacle du monde tel que nous le connaissons peut donner raison à Arthur Koestler. Arthur Koestler s'est suicidé. Ils se sont suicidés à deux, sa femme et lui. Un suicide mûrement réfléchi, face à ce qu'il estimait être donc une impasse. C'était pas la peine de continuer le jeu humain. Moi, j'ai la faiblesse de penser que si Arthur Koestler vivait aujourd'hui, peut-être qu'il ne se suiciderait pas. Parce que les découvertes que l'on fait depuis peu de temps, depuis, disons, 3, 4 décennies maximum, mais ça n'a pas, par exemple, pas encore eu le temps, ça commence à peine à être intégré dans les études de médecine, par exemple. Et je vois bien que ce n'est pas encore, parce que ça prend du temps à être intégré, un nouveau paradigme, en quelque sorte. Je pense qu'Arthur Koestler ne se suiciderait pas parce que les découvertes que nous faisons, enfin qui émergent depuis quelque temps, brisent cette auto-limitation que nous nous imposons en quelque sorte à nous-mêmes en pensant que ce qui soit produit notre conscience, soit la capte, mais dans tous les cas c'est un engin extrêmement important qui est évidemment intégré à l'intérieur d'un corps. Et ça, quand je fais des petites conférences, on me rappelle toujours, on me dit mais le reste du corps, bien entendu que le reste du corps est essentiel, et qu'une tête seule sur une étagère, ça ne marche pas. Même si on peut s'imaginer, c'est un jeu auquel on a tous joué, enfin en tous les cas les garçons, peut-être pas les filles, je ne sais pas. C'est-à-dire, voyons, si on me coupe les mains, est-ce que je suis toujours... Oui, je suis toujours moi. On me coupe les bras, je suis toujours moi. On me coupe les pieds, je suis toujours moi. Et c'est vrai que, mais ça c'est peut-être les intellos qui sont comme ça, il reste la tête, oui, moi, une tête posée sur une étagère, est-ce que c'est toujours moi? Je pense pas. Enfin, de toute façon, ça ne marche pas. Là, ce qui est rigolo, ce qui peut sous-tendre et expliquer d'une manière très métaphorique cette auto-limitation que nous nous sommes imposée, alors même que nous découvrions cet engin absolument fantastique, c'est qu'on, pour essayer de le comprendre, on a toujours utilisé des allégories technologiques. Par exemple, à la fin du 19e, quand ça commence vraiment à bouillonner, quand on se dit mais ce cerveau c'est quelque chose d'extraordinaire, à l'époque c'est le moment où on invente le téléphone, et on se dit mais ça marche comme un central téléphonique ce truc, c'est exactement un central téléphonique. Vous imaginez bien que depuis, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle invention, on a dit ça marche exactement comme aujourd'hui on dit ça marche comme un ordinateur. C'est évidemment complètement faux, mais les ordinateurs depuis quelque temps sont en train d'aller tellement vite et ce que nous en faisons est en train d'aller de nous dépasser, que la métaphore commence à devenir intéressante. On peut se dire, oui, alors notre cerveau est un petit peu comme une espèce d'internet dont chaque mois on voit une nouvelle invention complètement changer le profil. Alors, comme l'a dit Gilles, j'aimerais diviser cet exposé en deux, parce que les grandes découvertes qui, à mon avis, nous font changer de paradigme et pourraient empêcher Arthur Koestler de se suicider, peuvent se résumer donc de deux façons. D'une part, parce que notre cerveau est beaucoup plus plastique que ce que nous avions prévu, et qu'il est complètement social. On va y revenir, mais un neurone tout seul, ça ne veut rien dire. Un neurone, parce qu'un neurone, vous pouvez même avoir 10 000 milliards de neurones, s'ils ne sont pas connectés entre eux, ça ne sert strictement à rien. Ce qui est intéressant, c'est les connexions. Et ça, c'est pour la plasticité, on va en parler un petit peu. Et pour le social, un cerveau complet, mais tout seul, c'est-à-dire seul au monde, sur une planète où il n'y aurait pas d'autre cerveau, ça ne sert à rien non plus. C'est-à-dire qu'un cerveau, ça marche dans la mesure où il y a au moins un autre cerveau, et si possible plusieurs cerveaux avec lesquels il va entrer en résonance. Alors, commençons par le neurone. À l'intérieur, on est à l'intérieur d'un cerveau. Ce qui est
bizarre et marrant et typique de la façon dont la pensée humaine évolue, c'est que les éléments pour penser que notre cerveau est très plastique, on les avait depuis longtemps, on les avait particulièrement depuis la guerre de 14. Parce que pendant la guerre de 14, il y a eu énormément, pendant la guerre de 14, énormément de gueules cassées, ce qu'on a appelé les gueules cassées. Simplement pourquoi? Parce que quand vous étiez dans une tranchée, ce qui dépassait en premier, n'est-ce pas, c'était votre tête, c'était pas votre pied. Et quand les gars n'en mouraient pas, mais qu'ils se recevaient des éclats d'obus ou des balles, ils avaient le cerveau endommagé. Alors, un certain nombre, parmi les survivants, un certain nombre demeuraient atteints, gravement handicapés et débiles, mais beaucoup de gueules cassées s'en sont sortis avec des bouts de cerveau en moins. Et c'est Boris Cyrulnik que j'ai interviewé parce que tout ce que je vous dis là, bien entendu, moi je ne suis que journaliste, et tout ce que je vous dis là, c'est ce que m'ont dit les chercheurs que j'ai interviewés dans ce livre, n'est-ce pas, qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner », Boris Cyrulnik, Pierre Bustani, Jean-Michel Le Gourlian, Christophe André, Thierry Janssen. Jean-Michel Le Gourlian, qui d'ailleurs en sort un autre dans quelques jours, qui s'appelle Le Troisième Cerveau. Je vous dirai de quoi ça cause tout à l'heure. Boris Cyrulnik, c'est lui qui me dit, mais en 14, enfin en 18 plutôt, la psychiatrie, ou la neurologie ou la neuropsychiatrie aurait pu se dire, mais c'est incroyable, tout se passe comme si des zones entières du cerveau pouvaient en remplacer d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, l'exemple qui m'a le plus frappé, c'est celui d'un neurologue américain qui s'appelle Bakirita, dont on raconte l'histoire là-dedans, à qui on avait appris un jour que son père avait eu un AVC et qu'il était vraisemblablement fichu, qu'il serait paralysé toute sa vie, etc. Paul Bakirita n'a pas voulu l'entendre de cette oreille. Avec son frère, ce sont deux frères, Paul et Georges, je crois, Bach comme Jean-Sébastien Bach, la particule, conjonction de coordination espagnole, Rita comme Sainte Rita, donc Bach, Rita. Et les deux frères, Bach et Rita, inventent une machine, une espèce de cyclorameur Yupala, dans laquelle ils vont, pendant un an, obliger leur père à se rééduquer. Leur père était danseur de tango, professeur de tango. Au bout d'un an, il parvenait à redonner des cours, ce qui était complètement incompréhensible, d'autant plus que lorsque finalement il est mort de sa belle mort, quelques années plus tard, les deux frères ont fait autopsier leur père, se sont aperçus qu'il avait des lésions énormes dans le cerveau, énormes, qui normalement auraient dû donner raison au médecin qui avait dit on est désolé, mais il ne pourra plus jamais marcher, il ne pourra plus jamais même parler sans doute, etc. Et du coup, Paul Bakirita se met à inventer des machines. La plus extraordinaire de ces machines, c'est une machine qui permet à des aveugles de voir par le sens du toucher. Alors, c'est pas qu'ils font du braille, c'est qu'il a installé une caméra qui transforme les pixels en input, en petites impulsions électriques qui viennent chatouiller certaines parties du corps. Alors au début c'est énorme, c'est tout un fauteuil, c'est tout le dos du patient qui se trouve picoté par ces pixels électriques mais au bout d'un certain temps il arrive à miniaturiser ça, et aujourd'hui la caméra de Paul Bakirita est connue aux États-Unis, en tous les cas. Ça reste expérimental, mais elle est connue, et c'est simplement par une petite plaque sur la langue que les aveugles voient.
mal, mais il voit suffisamment, par exemple, pour attraper un ballon, pour reconnaître deux silhouettes, etc. Ce qui signifie qu'il a réussi à passer par... je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue, mais si j'ai bien compris, il a réussi à passer par les voies du toucher pour atteindre la zone visuelle. Paul Bach-y-Rita est un homme qui, par exemple, dit qu'il est capable de transformer, comment dire, de substituer une zone corticale à une autre quasiment à volonté. C'est évidemment exagéré, c'est quelqu'un qui est plutôt drôle, parmi les gens que j'ai interviewés dans ce livre, Christophe André, celui qui a introduit la méditation à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, me dit il faut mettre plusieurs gros bémols parce que des histoires comme celle de ce professeur de tango, elles sont absolument exceptionnelles et il ne faudrait pas allumer de faux espoirs chez des gens qui sont atteints neurologiquement et d'imaginer que c'est facile. D'une part, ces gens-là ont vraisemblablement bénéficié d'un scénario complètement exceptionnel et puis ils ont mis des efforts considérables. Cet homme a vraisemblablement eu une motivation énorme. Il faut une motivation dingue pour y parvenir. Mais la chose est en tous les cas possible. C'est-à-dire que à l'époque où Paul Bach-y-Rita réussit cet exploit, il communique dans différentes revues médicales où au début on le refuse parce que c'est considéré comme totalement huluberlu. Et il va falloir que les techniques d'imagerie corticale et neuronale se perfectionnent énormément pour que on descende vraiment à l'intérieur du système nerveux et qu'on puisse appréhender les mécanismes qui seraient à la base de telles substitutions ou régénérescence. Aujourd'hui, on sait que on sait par exemple que les neurones repoussent. Le professeur Liedo à l'Institut Pasteur à Paris mène des recherches très neuves, très récentes. On sait que les neurones repoussent. Et on sait surtout que eh bien, l'ensemble de notre activité psychique repose sur des pistes neuronales qui se reformatent en permanence. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut insister le plus, parce que ça nous concerne tous à chaque instant. Christophe André me disait que pour lui, il y avait une date complètement majeure, c'est 1992, je ne sais plus quel... En 1992, il y a un neuropsychiatre américain qui s'appelle Baxter et qui a réussi à montrer par imagerie corticale que une psychothérapie avait un effet sur la façon dont les neurones se relient entre eux. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a le plus frappé, parce que c'est Boris Cyrulnik qui le dit. Boris Cyrulnik me dit, on a tous entendu parler des recherches de Cyrulnik sur la résilience, et il me dit, aujourd'hui, on peut prouver, et si le besoin est, d'une manière, avec des images, pour les saint Thomas que sont les scientifiques, et que nous sommes tous d'ailleurs, on peut prouver qu'un enfant abandonné, un enfant qui a manqué d'affection et de sécurité au début de sa vie, a des liaisons dendritiques, c'est-à-dire les liens qui relient les neurones, n'est-ce pas, entre eux,
des liaisons très faibles. Et que plonger un tel enfant dans un milieu affectivement sécurisant et aimant va littéralement faire pousser les dendrites, mais comme un champ de blé manquant d'eau et dont les épis de blé seraient en train de retomber, reçoit une pluie généreuse et les épis se redressent. Exactement de la même façon, plonger dans enfin, ce qu'on appelle la résilience, en fait, a un support neuronal extrêmement précis qui fait que les pistes neuronales qui constituent le support de tout acte de pensée, de tout acte de toute sensation, de toute émotion, de toute action, ces pistes neuronales se reforment ou se constituent du fait d'un certain environnement. Alors c'est très important pour les enfants abandonnés, bien entendu, on est évidemment très content que la résilience dont nous parle Cyrulnik, et dont parlaient avant Cyrulnik d'autres psychothérapeutes, notamment aux États-Unis, on est très content de savoir qu'on a en quelque sorte l'explication neuronale de ce phénomène, mais c'est très important pour nous tous. C'est-à-dire que, encore une fois, nous pourrions avoir beaucoup moins de neurones que ce que nous avons s'ils étaient très bien connectés les uns avec les autres, constituant des pistes servant de support à notre pensée, à nos émotions, à notre action, nous nous emporterions bien mieux. Et si je résume les qualités de l'environnement qui permettent à ces pistes neuronales de se former, eh bien, je tombe sur une petite liste simple. Nous aide à connecter nos neurones les uns avec les autres, l'affection, le sens, la sécurité, c'est ce que je disais pour la résilience, mais le désir, l'interrogation, le fait de se poser des questions, la réflexion, la volonté, l'action. Alors qu'à l'inverse, nous pouvons déconnecter nos neurones les uns avec les autres par le stress, la pollution, certaines maladies comme l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, mais surtout la passivité. C'est-à-dire qu'un neurone s'use, un neurone se déconnecte des autres neurones, et donc se déconnectant finit par se rabougrir et mourir si on s'en sert pas. Voilà. C'est-à-dire que aimer, désirer, vouloir, méditer, connecte les neurones entre eux, alors que ne rien faire, d'une certaine façon, se stresser, être pollué, vieillir incontestablement, mais quand les neurologues comme Jean-Marie, c'est pas Jean-Marie Liédot, mais enfin Pierre-Marie Liédot à l'Institut Pasteur découvre que nous avons des zones de notre cerveau qui produisent de nouveaux neurones, eh bien, tout se passe comme si ça continuait très tard dans la vie, très tard, y compris dans la vieillesse. Le problème qu'ils ont, et c'est un front, alors évidemment très très intéressant, mais qu'on ne développera pas, c'est qu'il faudrait pouvoir comprendre comment
la production de neurones, la neurogénèse, fonctionne pour pouvoir guider les nouveaux neurones qui migrent à l'intérieur du cerveau, mais littéralement, vraisemblablement guidés, entre autres par les cellules gliales, vers les zones dont on en a besoin quand on est atteint de l'Alzheimer, par exemple, ou du Parkinson. Et ça, on en est encore incapable. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé parmi les gens que j'ai interviewés, qui ne sont pas cités là, c'est ce que me disait le professeur Bernard Mazoyer, qui travaille à Bordeaux actuellement, après avoir travaillé longtemps à Caen, et qui me dit la chose suivante. Si l'on prenait, si l'on mesurait l'énergie utilisée par votre cerveau, par notre cerveau, pour toutes les activités auxquelles vous pensez spontanément. On utilise notre cerveau pour ressentir, pour décider, pour agir. Notre cerveau est utilisé à des fonctions internes dont nous n'avons pas conscience. Prenez-les toutes. Eh bien, toutes ces fonctions, si vous mesurez l'énergie utilisée pour toutes ces fonctions-là, alors ça, c'est en particulier, on mesure l'oxygène qui est utilisé, c'est le moyen le plus simple, eh bien, ça représente 1% de l'ensemble de l'énergie utilisée par votre cerveau. Les 99 autres pourcents sont utilisés à quoi? Bien, ils n'utilisent pas le mot inconscient, parce que ça ferait penser à toute la vision freudienne, et c'est pas du tout ce que eux entendent par là. Alors ils disent, ils parlent d'une fonction, d'un fonctionnement latent. 99% de l'énergie utilisée par votre cerveau l'est pour le reformatage permanent. Le reformatage, c'est-à-dire que là nous sommes en train de... Je suis en train de vous dire des choses, vous êtes en train de m'écouter, eh bien votre cerveau se reformate. Votre cerveau, notre cerveau se reformate en permanence. C'est-à-dire que vous n'avez littéralement pas les mêmes pistes neuronales après une action qu'avant, après une émotion qu'avant, après une sensation qu'avant, après avoir mangé qu'avant, après avoir dormi. Il se reformate en permanence. C'est une espèce de... Il faut imaginer, alors la métaphore de l'ordinateur nous sert, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait très bien, régulièrement, il faut reformater, il faut mettre à jour, n'est-ce pas, les logiciels. Mais c'est rien. Cette métaphore est ultra faible. Elle est là, c'est pas 1%, c'est un epsilon comparé au reformatage. C'est-à-dire que les pistes, nos pistes, n'est-ce pas, les pistes qui supportent notre vie entière, en réalité, à ce niveau-là, se reformatent en permanence, et nous avons la possibilité de jouer sur ce reformatage, puisque la façon dont, encore une fois, dont les neurones se lient les uns avec les autres par le biais de ces espèces de tentacules qui s'appellent les dendrites, et peut être influencé, fortement influencé, donc je vous le disais, par l'affection, la sensation de sécurité, le désir, l'interrogation, la réflexion, l'action, la volonté. Et au contraire, nous pouvons, en quelque sorte, laisser tout ça se rabougrir, en particulier si nous sommes passifs. Alors, je dirais que de la même façon que, pour finir, pour conclure cette première partie, de la même façon qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la génétique est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait cru.
et qu'il y a exactement 10 ans qu'on a fini de décoder, enfin sans comprendre la plus grande partie, mais on a fini de décoder le génome humain, vous vous rappelez, il y a 10 ans, le génome humain est formidable, on sait quels sont les acides aminés, n'est-ce pas, qui composent l'ensemble de la bête, mais entre-temps, bon, vous le savez déjà un petit peu, mais on réalise, je crois, chaque jour un peu plus en génétique, que la chose est beaucoup plus compliquée parce qu'elle est épigénétique, c'est-à-dire que les gènes sont influencés par le milieu pouvant être le gène lui-même. Les gènes sont le milieu des autres gènes, ce qui fait que, c'est aussi Cyrulnik qui le dit quelque part, vous pouvez avoir le gène qui malheureusement conduit à la maladie du diabète par exemple, mais ne pas avoir le diabète parce que dans un certain contexte, ce gène-là ne va pas, n'est-ce pas, se déclencher. Et pour ce qui nous concerne tous, il y a un exemple d'épigénétique que je trouve magnifique, c'est que vous savez que notre vieillissement est dû, peut être expliqué génétiquement, parce qu'il y a une partie du gène, n'est-ce pas, qui se raccourcit, ce qu'on appelle les télomères, qui se raccourcit chaque fois que la cellule se duplique, ça se raccourcit un peu, et puis à un moment donné, comme une bougie qui aurait fini de fondre, à un moment donné, c'est fini. Lorsque le télomère est terminé, la cellule ne peut plus se reproduire, et donc ce vieillissement. Les chercheurs s'aperçoivent qu'en manipulant d'une certaine façon, on peut, alors ils ne l'ont pas fait chez l'humain pour le moment, mais ils l'ont fait chez la souris, par exemple, on peut prolonger une souris, on peut prolonger son espérance de vie de 30% en manipulant certains gènes. Et puis par ailleurs, ces mêmes chercheurs découvrent qu'en nourrissant la souris d'une autre façon, en changeant son régime alimentaire, on peut également augmenter son vieillissement de 30%. Et il y a eu un moment de grande euphorie où ils se sont dit, mais alors c'est formidable, en manipulant génétiquement, on augmente le vieillissement de 30%, en agissant sur l'alimentation également 30%, on va peut-être pouvoir additionner les deux, et alors du coup on va prolonger la vie de la souris, mais carrément de 50 ou 60%. Eh bien non. Non, parce qu'en réalité, c'était le même phénomène. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en soumettant la souris au double régime, n'est-ce pas, enfin, au changement alimentaire d'une part, et d'autre part en la manipulant génétiquement, ben on n'arrivait toujours qu'à 30%. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on avait, par l'alimentation, donc en changeant l'environnement alimentaire de l'animal, on avait joué sur ces gènes. On avait donc, et nous pouvons tous jouer, nous jouons tous en permanence sur nos gènes. Eh bien, alors donc j'arrête la métaphore. Je pense que de la même façon, il y a une neurologie, mais on pourrait imaginer une épineurologie, c'est-à-dire de s'apercevoir que, que nos neurones, la façon dont ils se connectent, eh bien cette plasticité, n'est-ce pas, de notre système nerveux, elle est influençable directement par la façon dont nous nous comportons, par exemple par la façon dont nous nous nourrissons. Mais là, je m'avance beaucoup, je ne sais pas quelles sont les parties, sinon vous dire que il est très bon de désirer, il est très bon de s'interroger, il est très bon de réfléchir, il est très bon de décider, il est très bon d'agir. Et par contre, il n'est pas bon de se stresser, il n'est pas bon de se polluer, il n'est pas bon de vieillir, ça. Et il n'est pas bon surtout de rester passif. Cette épigénétique, elle nous conduit, cette épineurologie que j'imagine, c'est comme un peu là je fais de la science-fiction, elle me conduit au deuxième chapitre de cet exposé, qui est que, de même qu'un neurone tout seul ou plein de neurones tout seuls, ça n'aurait aucun sens. Ce qui a du sens, c'est qu'ils se relient entre eux pour former des pistes. Ces pistes
évoluant en permanence, que vous dormiez, que vous soyez réveillé, que vous soyez actif, que vous soyez passif, ça se reformate en permanence et vous pouvez jouer sur ce remodelage permanent des neurones, n'est-ce pas, qui se connectent par leur dendrite. L'endroit où le dendrite vient coller à un autre neurone, ça s'appelle la synapse. Et la synapse, c'est quelque chose, c'est un univers extraordinaire. Eh bien, de la même façon, je vous disais, un cerveau tout seul, ça n'a pas de sens. Un cerveau, ça ne marche que s'il y a d'autres cerveaux, parce que notre cerveau, il est social. Il est social. Supposons que vous soyez en train de m'écouter, et supposons que je sois un tout petit peu concentré sur ce que je suis en train de dire, et qu'on nous mette des capteurs sur la tête, et qu'on regarde avec des systèmes d'imagerie de plus en plus perfectionnés dont nous disposons aujourd'hui, eh bien on verrait que si vous m'écoutez bien, et si je suis, moi, présent à ce que je dis, eh bien, on verrait sur les écrans, et c'est très très frappant. Je n'ai pas de PowerPoint, Gilles, désolé, mais il faudrait vraiment que je mette au point un PowerPoint, parce que ça c'est bien à voir en PowerPoint, et ça c'est Pierre Bustani, ici, grand spécialiste à Caen de l'imagerie corticale qui le montre. Eh bien, on verrait que ce sont les mêmes zones qui s'éclairent dans vos cerveaux et dans le mien. Les démonstrations les plus belles que j'ai vues, c'est un pianiste qui est en train de jouer. Il a un capteur. On a vu maintenant ces capteurs, hein, on les met sur les têtes de Mathieu Ricard quand il médite, on met des capteurs sur la tête du Dalai Lama, on met des capteurs sur la tête d'un tas de gens. Alors, le pianiste est en train de jouer, rien que ça déjà c'est très beau parce que il joue un morceau de piano, c'est très très beau, et l'image qu'on voit, alors c'est des images complètement conventionnelles parce que c'est simplement quand on mesure en fait les taux d'oxygène dans les différentes zones du cerveau, et quand le taux augmente, mais de très peu, c'est pour ça que c'est purement conventionnel, quand il suffit que ça augmente de 1%, et tac, ça change de couleur, ça passe du rouge au vert par exemple, mais ça fait qu'on voit ce qui se passe, quelles sont les zones de son cerveau qui sont actives. Et ça fait une symphonie, enfin un concerto, un truc très joli, des images. Après, on met le capteur sur le pianiste toujours, et puis par ailleurs sur un musicien qui l'écoute. Et on voit que, pareil, ce sont les mêmes zones. Après, on peut demander, par exemple, au pianiste, on lui dit, imaginez, alors restez tranquille, là, vous êtes allongé ou assis, fermez les yeux, imaginez que vous êtes en train de jouer votre morceau, vous le connaissez par cœur, jouez, tac, et c'est pratiquement les mêmes zones qui s'allument de nouveau. Au début, on n'a pas su comment expliquer ça, et puis très vite, en 1995-96, est arrivé de l'université de Parme, en Italie, de chez, comment s'appelle-t-il, son prénom, je ne sais plus, c'est le professeur Risolati, qui a découvert les neurones miroirs. Alors là, ça a été un grand bond. Certains ont dit que c'est aussi important, les neurones miroirs, je sais pas, l'histoire le dira, que la découverte de l'ADN. Les neurones miroirs, est-ce que ce sont certains neurones qui sont miroirs, ou est-ce que ce sont tous les neurones qui peuvent avoir la fonction miroir? Il semblerait que ce soit plutôt la deuxième hypothèse. Il semblerait que c'est une fonction miroir qu'ont nos neurones. Et cette fonction miroir, elle s'éveille dans les neurones du nouveau-né. Quand nous sommes nés, alors est-ce que ça fonctionnait in utero? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu dire, mais rien n'est exclu. Toujours est-il qu'à partir du moment où nous naissons, nos neurones miroirs se mettent à jouer un rôle complètement capital. Le nouveau-né structure son appareil cortical et donc psychique, littéralement en photocopiant, par mimétisme, par ces neurones miroirs,
celui de la personne qui s'occupe de lui, donc le plus souvent sa mère. Sa mère. Nous sommes au départ, notre cerveau photocopie en quelque sorte le cerveau de notre mère, de notre père ou de la personne qui nous éduque, enfin qui nous élève au début, avant de nous éduquer. Et un enfant qui... Alors ça se voit très bien, c'est-à-dire que vous connaissez ça par cœur, un enfant pleure dans la crèche, tous les enfants se mettent à pleurer. Mais nous gardons cette fonction ensuite toute notre vie. C'est-à-dire que je me mets à bâiller, vous bâillez. Ou je tends la main à quelqu'un, il y a toutes les chances qu'il me la tende en retour. Et si par hasard, il retire la main comme ça en refusant de me la donner, marquant par là une attitude hostile, je vais lui dire « casse-toi pauvre con ». C'est-à-dire que je vais imiter, c'est-à-dire que je lui propose une imitation, ces neurones miroirs font qu'il me tend la main, en général, ça va, enfin, j'éclate de rire d'un rire extrêmement communicatif, éventuellement vous vous mettez à rire aussi. Mais oui, où je fais une mine absolument dégoûtée, et vous ressentez vous pouvez ressentir quelqu'un qui est en train de... quelqu'un qui mime, je ne sais pas, l'écœurement, la nausée, vous ressentez la nausée. C'est la base de l'empathie. C'est la base de l'empathie. Et un enfant qui a l'âge de 18 mois n'aurait toujours pas manifesté par ses imitations que ses neurones miroirs, sa fonction miroir est bel et bien active, cet enfant risque très très fortement d'être handicapé, d'être coupé, d'être autiste ou psychotique. Cette fonction miroir fait que nous sommes en Wi-Fi, aujourd'hui on pourrait dire ça, en Wi-Fi en permanence les uns avec les autres. Mais en permanence, et ça c'est assez troublant. Les Américains ont fait maintenant beaucoup d'études, parce que les neurones miroirs, ça fait quand même 14 et 3, 17 ans maintenant que ça a été découvert, c'est donc dans beaucoup de laboratoires du monde. Et alors ils ont observé les plus belles résonances entre les neurones miroirs, c'est entre deux amoureux. Deux amoureux qui se regardent dans les yeux, alors là c'est extrêmement fort, la résonance est totale. Mais deux amoureux, ex-amoureux, qui se mettent à s'engueuler, pareil, la résonance, mais alors, avec des effets très différents, c'est-à-dire que deux amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux, ça fait entrer leur fonction miroir en action avec des effets très bénéfiques, c'est-à-dire que leur taux d'adrénaline, de cortisol descendent, leur système immunitaire est boosté, ça monte, alors que une scène de ménage, surtout si elle se répète, alors une scène de ménage une fois de temps en temps c'est possible, mais la fameuse scène de ménage qui se répète, et ça c'est connu, la fameuse scène de ménage qui se répète, elle fait chuter le système immunitaire et elle fait monter l'adrénaline, le cortisol, etc. Donc ça c'est... Nous sommes en Wi-Fi permanente. Alors, à des degrés évidemment divers, quelqu'un vous sourit dans la rue, il y a un petit effet neurone, un petit effet miroir. Bon, c'est à des degrés divers. Alors, les anthropologues se sont mêlés de l'affaire, les paléo-anthropologues, et ils ont conclu que la nature avait sélectionné ces systèmes. Alors, il semblerait que les neurones miroirs n'existent que chez les mammifères vraiment supérieurs. Il y en aurait chez certains grands singes, chez les cétacés, chez les humains.
je dois dire que je suis un peu sceptique parce que j'arrive pas à croire qu'il n'y a pas de neurones miroirs chez un chien, par exemple. Parce que je trouve que les chiens imitent très très bien, et que... mais ça c'est c'est purement subjectif de ma part. Ce que les paléoanthropologues pensent, c'est que la sélection naturelle, au sens darwinien, a privilégié l'émergence de cette fonction-là chez les humains, parce que ça a été une façon d'éveiller en quelque sorte un altruisme naturel. Un altruisme naturel, nous serions naturellement altruistes. À partir du moment où nous reconnaissons l'autre comme semblable à nous. Ça, c'est très important. Parce que les Italiens qui ont découvert les neurones miroirs en 1996 l'ont découvert d'abord chez le singe. Et c'est parce qu'un singe sur lequel on avait mis des capteurs voyait les chercheurs faire une pause et manger des pizzas. Et chaque fois qu'un chercheur tendait la main vers une pizza, eh bien, le cerveau du singe se mettait à sonner. Et c'est comme ça que Rizzolatti s'est mis sur la piste des neurones miroirs. Ils ont refait l'expérience plus tard avec un robot. C'est-à-dire que la pizza, c'était pas un bras humain qui la prenait, mais c'était un robot qui venait comme ça, qui prend la pizza. Le singe, les neurones miroirs, ou la fonction miroir des neurones du singe, ne s'allumait pas. Ça ne s'allumait que dans la mesure où, pour le singe, visiblement, nous sommes nous-mêmes des singes. C'est-à-dire qu'il nous voit comme des espèces de singes sans poils, ou avec très peu de poils. Mais il nous voit comme des singes, il nous voit comme des semblables. Ça ne marche que si. Alors, si vous reconnaissez quelqu'un comme un semblable, et que par exemple vous êtes, je ne sais pas, au bord du trottoir, et qu'il est en train de faire un geste qui va le faire, qu'un camion qui est en train d'arriver et qu'il n'a pas vu va l'écraser, vous avez le réflexe de le retenir. C'est parce que vos neurones miroirs vous font vivre ce que vit l'autre, et envoie immédiatement un ordre à vos neurones moteurs pour le retenir. C'est-à-dire, si je prends maintenant là un couteau et que je me tranche la main sous vos yeux, vous allez avoir mal, vous allez avoir mal. Celui qui n'aurait pas mal du tout aurait des problèmes. Parce que c'est le truc qu'on voit ça existe. Dans Shoah de Lanzmann, il montre des gens qui labouraient leurs champs à côté d'Auschwitz, et quand il leur demande « Mais ça ne vous faisait pas mal ?» Il y en a un, je ne sais pas si vous avez vu, vous vous rappelez ce film incroyable de Claude Lanzmann, le vieux paysan, parce qu'il est devenu vieux entre-temps, mais à l'époque il était jeune, il dit je comprends pas, si vous vous coupez le doigt, ça me fait pas mal à moi. Eh bien si, d'habitude, si vous vous coupez le doigt, ça me fait mal à moi, j'ai mal à toi, j'ai mal à l'autre. Et ayant mal à l'autre, je vais me porter à son secours, sauf si je ne le reconnais pas comme un semblable. Alors là, ça pose des grandes questions, parce que vous vous souvenez que quand Lévi-Strauss étudie les Yanomami ou les Indiens d'Amazonie, il se passe que telle tribu ne reconnaît pas les autres comme des humains. Ils disent nous sommes les humains, mais eux ce sont des œufs de poux, et les autres ce sont des cancrelats. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si les neurones miroirs marchent. Les neurones miroirs fonctionnent, mais donc les paléoanthropologues disent que cette fonction a fait que l'être humain a pu survivre, parce que nous étions assez mal partis, avec quand même peu de moyens, dans une nature très sauvage au départ, et violente, et que c'est cette face, que ce neurone miroir instituant en nous une empathie
réveillant donc un altruisme qui a fait que nous nous sommes sauvés. Et le gros problème serait qu'aujourd'hui, cette empathie qui fait que nous nous sauvons les uns les autres est enrayée de différentes façons. Elle est enrayée parce que nous habitons maintenant tous dans des grandes villes et que nos neurones miroirs altruistes sont sollicités normalement en permanence et qu'on finit par se rendre indifférent, par exemple, à la misère, parce qu'on ne peut pas y répondre systématiquement, d'une part, et que d'autre part, une grande partie du spectacle du monde nous est communiquée par le biais d'écrans, et que si vous voyez une misère s'exprimer derrière un écran, vos neurones miroirs peuvent, enfin ça peut vous faire mal, mais il n'y a pas de motricité possible. Alors, sauf celle qui consiste à faire tout de suite un chèque pour l'envoyer à l'ONG qui s'occupe d'un problème X ou Y qui vous a remué le cœur. Mais, voilà. Alors, si je reviens maintenant sur cette fonction de notre cerveau qui est sociale, je pourrais dire que de la même façon, tout à l'heure je disais, les pistes neuronales qui se reformatent en permanence dans notre cerveau, nous pouvons agir dessus, et c'est intéressant de savoir de quelle façon. De la même façon, de la même manière, entrant en résonance par Wi-Fi en permanence avec le cerveau des autres, votre cerveau n'est évidemment pas le même suivant les personnes que vous fréquentez. Alors, une donnée qui semble avérée d'après les chercheurs américains, c'est que le cerveau des femmes est plus sensible de 15%, disent-ils en moyenne. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin ils mesurent ça avec un certain nombre de critères. Le cerveau des femmes est plus sensible que celui des hommes de 15% à cette socialité. Autrement dit, les femmes pâtissent davantage d'une mauvaise relation. Et alors, il y a beaucoup de couples médiocres, par exemple, la femme elle m'enfle plus. Mais, à l'inverse, la femme profite davantage d'une bonne relation. Alors que l'homme est plus au milieu. Et ça signifie donc que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai à quoi ressemble ton cerveau, hein, un petit peu. Alors évidemment, c'est pas... Je vous présente tout ça de manière extrêmement simple et j'ai dû dépasser mon temps. Non, pas encore. Je m'approche. C'est que là, je vous ai présenté ça d'une manière assez linéaire en quelque sorte. Là où ça devient, où ça se corse un petit peu, et c'est ce que Jean-Michel Ougourlian développe déjà dans son chapitre, enfin dans l'entretien qu'on a eu, et qui développe bientôt dans un livre qui va sortir chez Albin Michel et qui s'appelle « Notre troisième cerveau », c'est que vous avez entendu parler du désir mimétique selon René Girard. Enfin, qui sait ce qu'est le désir mimétique selon René Girard? Bon, alors faisons comme si personne ne le savait. Mais très rapidement, c'est l'exemple tout simple de vous mettez plusieurs enfants charmants bambins dans un carré de sable. Et puis il y a différents jouets. Et puis à un moment donné, il y en a un qui se rue passionnément sur le camion rouge. Alors ils veulent tous le camion rouge. Alors vous dites, mais non, regarde, il y a aussi une grue verte et puis il y a une poupée jaune. Non, aucun intérêt. Ils veulent tous la même chose. Ils veulent le même. Ils veulent, nous voulons le même. Alors, quand le même est partageable, si par exemple, voilà, j'écoute une musique géniale, vous voulez l'écouter aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'écouter. Mais, dans le cas du camion rouge, il n'y avait qu'un camion rouge, donc ils vont se battre, il faut les séparer. Et puis on peut pousser parce que nous sommes comme des enfants en réalité. Nous n'avons pas changé, nous fonctionnons
tous suivant ce que René Girard appelle le désir mimétique. C'est le spécialiste de littérature et devenu philosophe René Girard, qui dit en réalité, tous les drames humains sont fondés là-dessus. Voilà un couple, tiens, je parlais de couples qui s'entendent plus, monsieur ne désire absolument plus madame. Et voilà que arrive un inconnu. Arrive un inconnu. Quelque chose, le mari voit bien qu'il y a quelque chose il y a comme une espèce de Wi-Fi qui s'est allumé entre son épouse et cet inconnu. Immédiatement, il la désire. Il la désire et il lui jure son amour éternel. C'est-à-dire que... Et alors... Donc, nos neurones miroirs, évidemment, entrent en Wi-Fi avec les autres, mais d'une manière un peu compliquée. En particulier parce que nous sommes persuadés que nos désirs sont spontanés. C'est moi, je suis comme ça, je désire ceci, je désire cela, alors que pas du tout. En réalité, ils sont tous imités. Nous nous imitons les uns les autres en permanence. Nous nous imitons et bien des conflits. Alors René Girard, lui, il est particulièrement fort parce qu'il montre comment, par exemple, tout Shakespeare, mais toute la grande littérature en réalité, dès qu'il y a des passions, en réalité, il y a du neurone miroir et du désir mimétique. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart de nos désirs sont des désirs empruntés, mais à notre insu, que nous pensons, en gros, nous pensons que nous avons un moi, et que ce moi exprime des désirs, alors que c'est juste l'inverse. En réalité, au départ, nous avons un désir, parce que nous sommes fabriqués, en réalité, nous avons un désir mimétique, et c'est ce désir mimétique qui crée ce que nous croyons être un moi. Donc, la chose n'est pas très simple, et Jean-Michel Hougourlian, dans le troisième cerveau, va expliquer à ceux que ça intéresse comment on peut rebâtir littéralement toute une psychanalyse, c'est-à-dire qu'on peut analyser les névroses, et puis on peut aller plus loin, et imaginer toute une psychiatrie traitant des psychoses qui remonte à cette question-là, à cette question du désir mimétique fondé du point de vue neuronal en tous les cas, sur la fonction miroir. Alors, maintenant, si j'essaie de résumer, c'est pas facile, mais si j'essaie de résumer les deux parties, je dirais que il me semble que si Arthur Koestler avait su tout ça, s'il avait su que nous pouvons influer sur nos connexions neuronales, sur nos pistes neuronales, d'une part, et d'autre part, que ces pistes neuronales sont en Wi-Fi les unes avec les autres, et que la métaphore bien connue d'un cerveau collectif, que nous serions tous, en fait, au niveau de la planète, de l'humanité entière, comme les neurones d'un gigantesque cerveau qui serait celui que, non pas de Dieu, mais celui de... Non, mais parce qu'on peut très bien avoir une complètement... Je sais pas, quelqu'un a dit Dieu, mais on peut avoir une vision très matérialiste de la chose, puisque le premier qui parle d'une noosphère, le premier qui dit l'humanité ne s'en sortira, c'était ça le problème de Koestler, il pensait que l'humanité ne s'en sortirait pas. Mais au moment où Koestler est encore un petit enfant, je crois, oui c'est ça, il y a un grand géologue, c'est marrant que ça soit un géologue, mais un géologue russe tout à fait matérialiste, qui a l'idée de la noosphère. La noosphère, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a une lithosphère, une boule de pierre qui est la planète. Par-dessus cette lithosphère est venue une biosphère,
essentiellement des bactéries, pendant des milliards d'années, c'est essentiellement des bactéries. Mais après, ça se complexifie, ça va jusqu'à l'homme, et puis l'homme, lui, il invente une technosphère, formidable technosphère, qui pendant longtemps n'a pas fait trop de dégâts, mais depuis peu de temps, technosphère attaque directement la biosphère. La technosphère est antibiotique, c'est embêtant. Elle est antibiotique, elle est anti-vie. Et donc ça, un matérialiste, géologue matérialiste comme Vladimir Vernadsky, je ne sais pas comment il a échappé au goulag celui-là, mais il a échappé, Vladimir Vernadsky dit, ben, il y a une seule façon de s'en sortir. Il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de faire en sorte que la technosphère humaine, qui est actuellement antibiotique, c'est clair, elle attaque la vie, hein, elle a déclenché la 6e ou 7e grande extinction des espèces, eh bien c'est que la technosphère devienne biophile, et non pas antibiotique, qu'elle devienne biophile. Et pour qu'elle devienne biophile, ben, il faut qu'elle devienne intelligente. Il faut qu'elle comprenne la vie. Pour le moment, toutes les techniques réunies n'ont pas encore compris comment ça marche la vie. La preuve, c'est qu'on l'a détruit. Mais peut-être que si tous nos cerveaux, n'est-ce pas, 7 milliards, mais bientôt on sera 10 milliards, 10 milliards de cerveaux contenant chacun 100 milliards de neurones connectés chacun 10 000 fois, imaginez la combinaison extraordinaire, reliés entre eux par Wi-Fi, eh bien ça peut peut-être, c'est en tous les cas mathématiquement possible que ça induise de nouveaux comportements, que ça induise l'émergence de ce que... Alors, ici on est chez les jésuites, alors il faut quand même dire que celui qui a poussé le plus loin la notion de noosphère, c'est quand même Pierre Teilhard de Chardin, et que, eh bien, la vision du matérialiste de Vernadsky et du mystique Teilhard de Chardin, cette vision, elle est tout d'un coup possible. Elle est possible et on s'aperçoit. Et à partir du moment où on sait que c'est possible, je pense que, alors que la vision du cerveau figé nous auto-limitait, je pense qu'à partir du moment où on sait que c'est possible, peut-être qu'on peut s'auto-booster. Voilà. Et c'est sur ce souhait que je vous remercie.